Bonjour à tous, grand plaisir d'être ici parmi vous. Comme chacun le sait, l'éducation, les premières années, les premiers mois, ça influence beaucoup votre vie. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être exposé positivement, puisque c'est une exposition, quand on est enfant, qu'on ne choisit pas forcément, à la finance les premières années de ma vie. Comme tout enfant, je passais une grande partie de mes vacances chez mes grands-parents, qui étaient agriculteurs des deux côtés, chez mes oncles, qui étaient agriculteurs. J'ai 12 oncles et tantes, une bonne majorité étaient agriculteurs ou artisans. Et une activité que j'adorais quand j'avais 3, 4, 5 ans, c'était accompagner mes grands-parents avec les bidons de lait à la fromagerie, que chez nous on appelle une fruitière, dans le Haut-Doubs, pour mettre le lait dans un gros bac, et on notait sur un petit cahier le lait qu'on avait déposé. Et à la fin du mois, on calculait tout le lait qui avait été déposé, ça donnait un montant, et après il fallait refaire des calculs, parce que cette coopérative, elle avait donné à mes grands-parents un crédit parfois dans le mois pour acheter des produits. Elle leur avait prêté aussi des engrais. Elle leur avait financé parfois la moissonneuse-batteuse pendant quelques jours. C'était une institution de microcrédit. En fait, elle faisait des petits crédits dans la taille de ceux qu'on fait dans les pays dans lesquels on travaille. Elle finançait les petits agriculteurs dans le Haut-Doubs. C'est exactement l'activité que nous faisons aujourd'hui. Et ça m'a donné une image positive de cette organisation, parce que mon grand-père, à chaque fois, me disait « c'est grâce à eux qu'on a pu acheter les fertilizers cette année, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir la moissonneuse-batteuse quelques jours ». C'est vrai que 10 années plus tard, et je rejoins un peu la présentation qui a été faite, puisque ça c'était des événements, disons 77-78, 10 années plus tard, quand mes oncles ont repris les activités, la situation est un peu différente. Et là, j'ai été confronté aux aspects négatifs que peut avoir parfois une exposition financière forte. Le surendettement agricole, au milieu des années 85-90 en France, quand les quotas laitiers européens ont été mis en place, c'est un événement qui marque aussi quand on est enfant. Donc, de cette histoire, j'ai retenu assez vite qu'il y avait un bon côté de la finance. Elle vous aide à faire des projets, elle vous permet de mettre en œuvre une activité qui nourrit toutes vos familles. Elle peut parfois avoir des dérives. Plus tard, quand jeune auditeur, j'ai été envoyé par chance faire une mission de restructuration d'une banque publique malgache à Madagascar, une banque qui était en défaut de paiement, qui avait essentiellement, comme c'est le cas dans beaucoup de banques, de grandes banques des pays émergents, comme clientèle des gens fortunés ou les entreprises publiques, qui paradoxalement le remboursent très mal. Chaque fois que je voyageais dans le pays, j'ai passé plusieurs mois, je demandais aux taxis qui me conduisaient, aux agriculteurs qu'on rencontrait, aux artisans auprès desquels j'achetais le produit, qui est-ce qui vous finance? Aucun d'entre eux n'était jamais financé par la banque, qui était soi-disant la plus grande banque du pays. Aucun d'entre eux n'était financé par aucune des banques qui étaient soi-disant les 5 premières banques du pays. Tous étaient financés par des organisations que je ne connaissais pas, des coopératives de crédit qui avaient des noms divers et variés, qui étaient aussi des institutions de microfinance. À partir de là, j'ai compris qu'en fait, il y avait une grande partie des ménages dans les pays émergents, mais aussi dans nos pays développés, qui ont un accès très partiel à la finance. 15 ans après, 17 ans après, il y a toujours à peu près 90% des foyers dans le monde qui n'ont qu'un accès partiel ou pas d'accès du tout aux services financiers. Alors évidemment, ici en Europe, on est plutôt sur du 10 à 15%, là où à Madagascar, on reste toujours sur des niveaux de l'ordre de 3/4 de la population qui est exclue des services financiers. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est si important que ça d'avoir un service financier? Pour moi, la réponse immédiate, c'est oui. Quand j'étais petit, mon grand-père, etc., etc. C'est toujours fondamental, 18 ans après, d'avoir accès à une banque, à une assurance, à un service de paiement. Imaginez votre vie, vous n'avez pas de compte d'épargne, vous n'avez pas de capacité d'emprunt, vous ne pouvez pas faire un paiement par chèque, vous ne pouvez pas virer d'argent, vous ne pouvez pas déposer d'épargne pour vos vieux jours, ni pour l'éducation de vos enfants. Vous ne pouvez pas avoir de coup de pouce de fin de mois, parce que soudainement, vous avez une petite difficulté. Vous n'êtes pas assuré quand votre récolte est abîmée. Vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt si dans la chance vous en avez vu un. Donc là, si vous êtes partiellement intégré au service financier, parce que votre maison a brûlé, vous n'étiez pas assuré pour votre maison. Le besoin de services financiers, il est colossal, même pour les personnes, même pour les petits agriculteurs, même pour les petits commerçants des pays émergents. Le fait qu'ils n'aient pas accès aux services financiers est un frein considérable à leur développement et les expose à des risques importants. Il y a d'ailleurs une corrélation évidente entre le niveau de richesse et la pénétration bancaire. Vous voyez ici, sur le bas,
le PNB par habitant, hein, et en abscisse, enfin en colonne, je ne sais plus si c'est abscisse ou pas, la pénétration bancaire, c'est-à-dire le rapport entre la taille des crédits dans un pays et l'économie du pays. Et notre objectif, c'est de permettre aux pays qui sont à votre gauche, l'Inde, l'Indonésie, la Russie, le Mexique, le Brésil, la Turquie, par un accès plus fort aux services financiers de leur population, entreprises, micro-entreprises, PME, population générale, par un accès plus fort aux services financiers, d'accroître leur développement pour qu'ils puissent un jour atteindre les niveaux de développement qui sont les nôtres. C'est ça ce qu'on appelle la microfinance, même si c'est un terme qu'on n'aime pas forcément nous beaucoup, parce que ça renvoie à micro. Donc on se dit, c'est très petit. Micro, il y a des éléments négatifs, c'est petit, ou alors, comme micromanagement, ce n'est pas terrible. Micromanagement, ça renvoie à des considérations négatives. Or, vous comprenez bien qu'accompagner le développement du système financier de pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Russie, le Mexique, le Brésil et la Turquie, 5 pays qui sont mentionnés ici, c'est un enjeu considérable, qui demande des ressources considérables. Le nombre de personnes concernées par ce phénomène est de l'ordre de 600 millions de personnes. Et ces personnes, elles ont besoin d'un service financier intégré, total, d'une banque, comme vous et moi avons accès à cette banque. Vous voyez ici une banque de microfinance au Kosovo, ProCredit Bank, qui a démarré comme simple petite institution financière de microcrédit, comme vous les appelez, qui est devenue aujourd'hui la première banque du Kosovo. C'est aussi la première banque et la seule qui prête massivement aux petites et moyennes entreprises du Kosovo. Donc vous voyez bien que ça ne renvoie pas à l'image traditionnelle que parfois ont les gens d'une institution de microfinance, une toute petite organisation, un coin de table où des femmes viennent repayer des petits crédits. Ça existe aussi, c'est ça aussi la microfinance. Mais c'est aussi des organisations financières de premier plan dans les pays émergents, parce que ces pays émergents, ils ont besoin d'organisations financières massives qui vont pouvoir prêter, qui vont pouvoir offrir des comptes d'épargne, qui vont pouvoir offrir de l'assurance à des populations qui aujourd'hui ne sont pas couvertes. Vous avez vu une banque intégrée. Ici, c'est une institution un peu plus petite en Azerbaïdjan qui donne uniquement des crédits, qui ne collecte pas d'épargne. Son accès est simple. On n'a pas l'impression que c'est une banque, mais c'est une organisation qui finance un peu plus de 15 000 personnes en Azerbaïdjan. Alors, ces populations, qui sont-elles? Vous allez le voir sur la photo derrière. C'est un nombre considérable de gens dans différents pays. Et la microfinance, ce n'est pas la marge du secteur financier. C'est fait partie intégrante du secteur financier. Jean-Luc Godard disait que la marge, c'est ce qui permet au cahier de tenir. C'est pareil pour la microfinance. C'est une partie du cahier de la finance. C'est la partie du cahier qui finance les petites et moyennes entreprises dans les pays émergents et qui permet à la classe moyenne défavorisée, celle qu'on appelle BOP, Basis of the Pyramid dans les pays émergents, d'avoir accès à différents services financiers, épargne, crédit, assurance. Et c'est aussi, d'une certaine manière, ce que font un grand nombre d'organisations financières européennes. Les caisses d'épargne font de la microfinance. Vous allez me dire, ils le font, oui, avec le microcrédit social, etc. Oui, mais non, ils le font parce qu'ils prêtent massivement aux artisans, aux commerçants dans nos régions. Et vous le voyez avec la photo, par exemple, de Bancosol en Bolivie, qui est devenue aussi une des premières organisations bancaires du pays, qui a commencé comme petite institution de microfinance, qu'il y a un nombre considérable aussi on voit des femmes, de gens qui viennent déposer ici, en l'occurrence leur épargne, dans ces organisations. Alors, comme je l'ai dit, le marché de la microfinance, c'est un peu plus de 700 millions de personnes, hein, c'est ces 90% de la population mondiale qui a un accès partiel au microcrédit, donc c'est un peu plus de 700 millions de personnes. C'est aujourd'hui le total bilan des institutions de microfinance qu'on finance, c'est 60 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Tout à l'heure, on a vu le total bilan des banques européennes, c'est 46 000 milliards, donc on est quand même très loin. Mais le fait qu'on soit très loin vous montre le potentiel de croissance que nous avons derrière. L'Europe, c'est 700 millions d'habitants. Ici, c'est 700 millions de ménages, 3 milliards de personnes, donc 4 fois plus, qui ont, en gros, un accès bancaire 40 000 fois, enfin pas tout à fait, mais disons 1000 fois plus faible que celui que vous avez vu tout à l'heure de l'Europe. Nous, on estime que le potentiel de croissance, il est 4 fois supérieur à un horizon de 10 ans, dans notre activité, dans les organisations que nous finançons.
c'est-à-dire de passer en gros d'un total bilan de leur part de 60 milliards à un peu plus de 400 milliards. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, et encore 400 milliards, c'est uniquement parce qu'on financera l'économie réelle dans ces pays-là, c'est-à-dire les petites et les moyennes entreprises. On ne va pas se mettre à développer des financements structurés et compliqués comme ceux qui vous ont été décrits dans l'Europe précédemment. Pourquoi je mentionne ça? Parce que pour vous montrer le besoin. Passer de 60 milliards, en gros 400 milliards, 350 milliards, ça montre qu'il faut trouver des moyens massifs de levée d'argent dans ces pays-là, donc prioritairement la collecte de l'épargne auprès des entrepreneurs, mais ici aussi en Europe, pour permettre de financer cette croissance de la microfinance. Alors la microfinance, ce n'est pas tout bleu, hein. Il y a aussi un peu de noir, il y a aussi un peu de gris, il y a du rose, mais il y a des difficultés. Ces difficultés, elles sont le miroir de la finance. C'est comme dans toute activité financière, un peu de cupidité de certains qui sont attirés uniquement par le profit, du court-termisme, de la volonté de rapidement croître trop vite, une non-maîtrise de l'accès au système financier. Dans la microfinance, ça veut dire le surendettement. Donc ces mots, ils ont existé dans la microfinance. Ils ont été souvent mis en avant par les détracteurs de la microfinance, de manière un peu abusive à notre sens, un peu comme si on avait critiqué la mise en place des autoroutes dans les années 50 en disant « Voyez, une autoroute, c'est tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt sur une autoroute, il faudrait en arrêter la construction ». Il y a eu des biais, il y a eu des difficultés, elles ont été en grande partie réglées, et ces difficultés n'ont été que marginales, même si on a retrouvé dans la microfinance une partie des difficultés du secteur financier classique, croissance trop forte, cupidité et surendettement. Ce que fait Responsability, c'est utiliser les outils habituels de la finance, l'épargne, les banques, les grandes organisations financières européennes, pour essayer de lever l'argent, de collecter l'argent qui va nous permettre à nous de refinancer, de prêter aux institutions de microfinance qui sont actives dans les pays du Sud. Je vous ai expliqué que ces institutions de microfinance, aujourd'hui, elles font 60 milliards. Demain, elles ont besoin d'un peu plus de 350 milliards. Ces 350 milliards, on ne va pas les lever avec des projets de philanthropie. On ne peut les lever qu'en s'appuyant fortement, en s'ancrant dans le système financier. C'est ce que nous avons fait avec le soutien d'institutions financières européennes de premier plan, soit parmi nos actionnaires, nous avons Swiss Re, Raiffeisen, Crédit Suisse comme partenaire historique, comme originaire de la Suisse allemande, et aussi auprès d'institutionnels français qui nous soutiennent parce qu'ils investissent dans nos fonds, comme la CCR, par exemple, ou comme Natixis Asset Management, qui a été mentionné tout à l'heure, parce qu'ils nous confient une partie de la gestion de leur portefeuille de microfinance, pour nous aider à combler ce besoin d'argent. Quelques chiffres sur notre activité, pour vous montrer que même si les besoins sont encore considérables, nous avons déjà aussi un track record et un volume d'activité intéressant. 1,7 milliard, c'est le total des actifs sous gestion dans notre société. C'est-à-dire que nous gérons 1,7 milliard de dollars de fonds qui sont investis en microfinance principalement, mais aussi dans des activités comme le commerce équitable, la santé et l'éducation dans les pays émergents. 285 institutions de microfinance. La microfinance, c'est un phénomène mondial. Il y a de la microfinance partout, quasiment dans tous les pays. Donc on est dans un peu plus de 285 institutions dans 60 pays. 32 millions, c'est le nombre d'entrepreneurs qui sont financés directement par notre 1,7 milliard. C'est-à-dire qu'on prête 1,7 milliard à des institutions de microfinance et grâce à cet argent, elles prêtent à 32 millions d'entrepreneurs, d'agriculteurs, d'artisans dans les pays émergents. 8,5 milliards, c'est la taille de la plus grosse banque de microfinance que nous finançons. On est là aussi très loin des chiffres qui vous ont été communiqués sur l'Europe, mais aussi, je pense, très loin de la représentation que vous avez habituellement de la microfinance, où vous avez l'impression d'une petite organisation, etc. En l'occurrence ici, c'est une organisation de microfinance en turc, qui a le statut bancaire, qui a un peu plus de 200 000 clients en Turquie, donc un pays relativement développé, qui finance uniquement des agriculteurs et des petits commerçants en Turquie, et elle a une taille de bilan importante. Et à cette organisation, par exemple, nous avons prêté 30 millions de dollars, parce que son besoin, il est important. On ne va pas venir avec un petit prêt de 50 000 euros, ça ne va pas l'intéresser. Elle a besoin d'argent massif, que généralement, elle va collecter elle-même sur place, auprès de l'épargne des Turcs, mais elle a besoin de soutien d'organisations internationales comme la nôtre, pour prêter à plus long terme. 165 000, c'est le nombre d'employés qui travaillent dans les institutions de microfinance que nous finançons. Un chiffre que j'aime bien, c'est 370 millions. C'est quoi? C'est les taxes qui sont payées localement par les institutions de microfinance que nous finançons. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale parmi nos partenaires.
Payer ses taxes dans un pays émergent, c'est crucial. C'est ce qui va permettre de bâtir un système éducatif, souvent un système de soins ou des infrastructures autoroutières de qualité. En soutenant ces institutions, en les aidant à se développer, on contribue aussi souvent à combler, renflouer les budgets locaux grâce à des taxes importantes. Nous avons un peu plus de 10 ans d'activité et nous offrons aux investisseurs qui investissent dans nos fonds, en gros, 4% de rendement net de nos frais par an. Ce n'est pas colossal. On a assez peu parlé du rendement des activités financières au cours des dernières présentations, mais chacun d'entre vous pourra comparer ces 4% avec ce qu'il a dans ses rendements de compte sur livret bancaire ou autre pour constater que c'est en gros pareil, voire peut-être un peu plus que la majorité des produits bancaires qui vous sont proposés. Pourquoi je mentionne ça? Parce que la microfinance, même si investir en microfinance c'est stable, c'est rentable et utile, vous voyez ici depuis 10 ans nos rendements, en gros 4%, nous n'arrivons pas, en France notamment, à mobiliser une grande part de l'épargne populaire. Nous avons la chance en Suisse d'avoir bénéficié d'un agrément qui nous permet de promouvoir nos fonds auprès du grand public. Nous avons un partenariat avec 26 banques suisses. Quand vous allez dans la plupart des banques suisses, nos fonds seront référencés. Votre chargé de clientèle peut vous proposer nos produits. En France, pour des raisons qui nous dépassent, le régulateur français estime que nos produits sont trop dangereux. Ils sont dangereux, il ne faut pas les proposer au grand public. Vous êtes fous. Le grand public ne peut investir que dans des produits cotés, listés, des actions, des choses qui sont très volatiles. Nos produits qui proposent un risque différent, pays émergents, microfinance ou commerce équitable ou santé et éducation, sont perçus par le régulateur comme trop risqués pour être proposés au grand public. Quand bien même à chaque fois qu'on en a fait des études marketing, il y a une demande très forte. Mais vous ne pourrez pas investir dans nos produits, nous n'avons pas le droit de vous les proposer, et donc personne en France quasiment n'investit dans la microfinance. Il y a quelques fonds, 90-10 dit fonds solidaires, mais pour vous donner une idée, la somme de l'enveloppe microfinance des fonds solidaires, dont le principal est géré par Natexis et nous conseillons sur la partie microfinance, qui s'appelle Nord-Sud Développement, celui-là j'ai le droit de vous le dire puisqu'il est proposable auprès du grand public, la somme des fonds solidaires, de la taille de l'investissement des solidaires en microfinance en France, c'est 20 millions au total. Vous pouvez les comparer au 1,7, et le moindre investisseur institutionnel français dans nos fonds a investi plus que ces 20 millions. Donc on a vraiment un problème pour essayer de faire comprendre aux régulateurs européens que investir dans le développement économique des pays du Sud, investir dans la santé, dans l'éducation, dans le commerce équitable ou dans le système financier des pays du Sud, c'est un produit d'investissement qui présente peut-être un risque différent, mais une vraie rentabilité financière et aussi une rentabilité sociale pour les investisseurs. Voilà, donc toute notre problématique ici en France, elle est celle-là. Comment est-ce qu'on peut mobiliser plus pour financer plus nos produits, et en particulier la microfinance dans les pays du Sud. Voilà, j'espère que cet appel pourra être d'une certaine manière entendu. La finance positive, ça existe aujourd'hui, mais pas ici. Voilà, merci.